Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite, les titres. La candidature de Slimane Frangieh s'invite à la 11e séance de dialogue, réunion initialement consacrée à la crise des déchets et à l'examen de la loi électorale. Moscou dénonce une provocation planifiée mais déclare qu'elle ne fera pas la guerre à la Turquie. Le ton est à la désescalade alors qu'Ankara a abattu hier un avion russe au-dessus de la frontière syro-turque. Toujours pas de certitude sur la nature de l'attentat hier à Tunis. Une troisième dépouille découverte sur les lieux de l'attaque. 12 agents de la sécurité présidentielle auraient péri dans l'explosion de leur bus en plein centre de la capitale tunisienne. 11e séance du dialogue national à Ntine, une réunion consacrée à la crise des déchets et à l'examen de la loi électorale. Mais la séance a été éclipsée par les déclarations du chef des Maradas, Slimane Frangieh. Son nom a récemment émergé dans la presse comme étant le candidat à la présidentielle qui ferait l'unanimité auprès des partis politiques. Serge Berberi nous en dit plus. Le dossier de la présidentielle n'a pas été évoqué lors de la réunion. À en croire le chef du parti arménien Tashnag, Agob Pakradonian. Il participait ce midi au nouveau round de dialogue national à Ntine avec les principaux leaders politiques, notamment le député Slimane Frangieh, chef des Maradas. Son nom a récemment émergé dans la presse comme étant le candidat à la présidentielle qui ferait l'unanimité auprès des partis politiques, y compris le courant du futur de Saad Hariri, l'ancien Premier ministre qu'il aurait rencontré le week-end dernier à Paris. Longtemps considéré proche du régime de Damas, Frangieh, dont le grand-père fut président dans les années 70, appelle clairement le 14 mars à se prononcer sur sa candidature. Le général Michel Aoun reste le candidat du 8 mars. Une autre proposition me concernant a été faite, peut-être à l'initiative d'Hariri, au sein du 14 mars. Attendons voir la position officielle du 14 mars, car pour l'heure, tout ce qui se dit demeure des propositions de coulisses. La candidature de Slimane Frangieh n'a pas été commentée dans les milieux du courant patriotique libre de Michel Aoun, le candidat désigné du 8 mars à la présidentielle. Côté Hezbollah, ces échanges de sourires ce midi en disent long sur la position du parti chiite qui officiellement évoque une proposition sérieuse. Il reste à voir quelle sera la position du parti Kataeb qui boycotte actuellement les réunions du dialogue national. Le parti de Sami Gemayel dénonce la paralysie du Conseil des ministres et l'incapacité des autorités à régler la crise des déchets. Aucune percée sur ces dossiers ne semble d'ailleurs avoir été enregistrée ce midi lors de la séance du dialogue national, durant laquelle divers dossiers ont été abordés, notamment la réactivation du travail du gouvernement, la crise des déchets et la loi électorale. Prochaine séance, le 14 décembre. Mécontentement ce matin à Hadat, au centre de l'inspection mécanique. Employés et contractuels ont organisé un sit-in devant le bâtiment. Ils réclament une hausse de leur salaire et une amélioration de l'environnement sanitaire de leur lieu de travail. Les manifestants attendent une initiative écrite des responsables, sans quoi ils menacent de recourir à l'escalade dans tous les autres centres d'inspection mécanique. De nouvelles poursuites judiciaires, presque 2 semaines après l'attentat de Bourg El Brajneh. C'est le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, le juge Saker, qui l'a annoncé. Les dossiers de 13 individus suspectés d'appartenance à une cellule de l'État islamique ont été déférés devant le premier juge d'instruction, Riyad Abou Rida. Cette cellule est dirigée par l'émir Abou Walid El Souri, le responsable de la double attaque. Ces personnes sont poursuivies pour planification d'actes terroristes et d'explosions dans plusieurs régions libanaises, ainsi que pour transport de matières explosives, de ceintures d'explosifs et d'armes dans des appartements à Beyrouth et au nord du pays. Également touchée par des attentats meurtriers, la France poursuit ses frappes contre l'EI. Des Rafales et l'US Air Force ont touché hier un centre de commandement du groupe à Tal Afar en Irak. Tal Afar, c'est cette ville conquise durant l'été 2014 par les djihadistes dans la foulée de Mossoul. Cette localité abriterait notamment plusieurs hauts responsables de l'EI. Et sachez également que cet après-midi, le Français François Fillon a prôné une coalition mondiale qui inclurait le Hezbollah, les Kurdes et les armées syriennes
et irakienne. L'ancien Premier ministre était interrogé sur France Inter. Entre-temps, François Hollande s'efforce quant à lui de mettre en place un front uni contre le groupe État islamique, une mission pour le moins ardue dans un contexte international très divisé. En effet, les intérêts des pays et grandes puissances impliquées dans ce conflit divergent quand ils ne sont pas complètement opposés. La tâche de rassembler tout le monde vers un même objectif s'avère donc plus que difficile pour le président français. L'analyse d'Axel May. Ce fut une conférence de presse parsemée d'hommages aux victimes des attentats de Paris. Nous sommes tous français. Mais derrière l'amitié franco-américaine, c'est bien une fin de non-recevoir qu'a reçu François Hollande. Il espérait une grande coalition incluant la Russie pour lutter contre l'organisation de l'État islamique. Barack Obama est resté sur ses positions. Nous avons une coalition de 65 pays qui luttent activement contre l'organisation de l'État islamique depuis un moment. La Russie, elle, c'est une coalition de deux pays, l'Iran et la Russie, qui soutiennent Assad. En clair, pour Washington, pas question d'une grande coalition mondiale tant que les Russes continuent à bombarder les rebelles anti-Assad et ne concentrent pas leurs frappes sur la seule organisation de l'État islamique. François Hollande n'a donc pas réussi à faire changer d'avis l'allié américain. Dès lors, le soutien que lui a apporté lundi David Cameron apparaît bien maigre, bien insuffisant. Je soutiens fermement l'action que le président Hollande a entreprise pour frapper l'État islamique en Syrie. J'ai la ferme conviction que la Grande-Bretagne doit faire pareil. Sauf que David Cameron doit encore obtenir le feu vert de son Parlement, qui par le passé a déjà refusé de mener des frappes en Syrie. François Hollande tente aussi un rapprochement avec Moscou. Depuis les attentats, la lutte contre l'organisation de l'État islamique est devenue sa priorité en Syrie et non plus le départ de Bachar el-Assad. Mais pas sûr que cela soit suffisant pour convaincre Vladimir Poutine, lors de leur rencontre jeudi, de bombarder davantage les djihadistes et moins les rebelles dits modérés. Sans compter que le front uni rêvé par François Hollande se heurte aux tensions très fortes entre Ankara et Moscou depuis qu'un chasseur russe a été abattu par les Turcs. D'ailleurs, à l'Elysée, on ne se trompe pas, les ambitions sont revues à la baisse. Comme dit un conseiller, mieux vaut parler de coordination plutôt que de coalition. Et dans cette tentative de coordination, la Russie a soutenu cet après-midi la proposition française de fermer la frontière turco-syrienne. Pour Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, cette mesure permettra d'arrêter le flux de combattants djihadistes. Sergueï Lavrov, qui a également déclaré que la Russie ne fera pas la guerre à la Turquie, après qu'Ankara a abattu hier soir un avion russe qui aurait, selon elle, violé son espace aérien. Moscou a toutefois l'intention de sérieusement réévaluer ses relations avec les Turcs, précise le ministre des Affaires étrangères. Les Russes accusent Ankara d'avoir planifié ce qu'ils considèrent comme une provocation, mais de manière générale, le ton est plutôt à la désescalade entre les deux pays. Ce matin, Alexandre Orlov, l'ambassadeur russe en France, déclarait que la Russie est prête à constituer un état-major commun contre le précisant que les Turcs sont les bienvenus s'ils le veulent. De son côté, Recep Tayyip Erdogan a dit vouloir éviter toute escalade avec Moscou. Ahmed Davutoglu, le Premier ministre turc, va dans le même sens en qualifiant la Russie d'amie et voisine de la Turquie. Alors quel était le but de cet accrochage hier qui a tout de même coûté la vie à un pilote? Pour Joseph Linder, expert de la sécurité russe et du contre-terrorisme, il s'agit d'une provocation militaire. Il s'agit visiblement d'une mise au défi. Il se livre à de la provocation militaire. Cet incident est une sorte de test sérieux pour les relations, pas seulement entre la Russie et la Turquie, qui se sont dégradées le mois dernier, mais aussi des relations entre la Russie et l'OTAN. Il est très clair que certaines personnes à l'OTAN vont utiliser cet incident comme un argument de plus pour dire qu'il existe une menace russe pour les pays de l'Alliance Atlantique. Alors comme vous l'avez pu le remarquer, c'était la mauvaise voix sur la mauvaise image, mais j'espère que le message est quand même passé. Direction maintenant le Proche-Orient, où la situation risque d'échapper à tout contrôle des dirigeants. C'est la déclaration de John Kerry. Après sa visite à Jérusalem, le chef de la diplomatie américaine appelle les dirigeants à faire des compromis à un moment charnière. Il s'est dit très préoccupé par les violences entre Israéliens et Palestiniens qui ont fait une centaine de morts depuis début octobre. Aujourd'hui encore, un Palestinien a poignardé un Israélien dans le sud de la Cisjordanie avant d'être neutralisé par les forces de l'ordre. Dans un instant, nous irons à Bruxelles où les métros et les écoles ont rouvert sous très haute surveillance policière.
La Tunisie au lendemain de nouvelles attaques terroristes. Hier, un bus de la sécurité présidentielle a explosé non loin de l'avenue Mohamed V, une des grandes artères de la capitale. 12 personnes ont été tuées. Tous seraient des agents de la sécurité présidentielle. 10 kilos d'explosifs ont été placés dans un sac à dos ou sur une ceinture. Un kamikaze se trouvait-il à l'intérieur du véhicule? On ne connaît toujours pas la nature exacte des faits. La découverte d'une 13e dépouille sur les lieux pourrait apporter de nouveaux éléments à l'enquête. Le pays est depuis hier soir en état d'urgence. Un couvre-feu nocturne a été instauré dans le Grand Tunis. Ces derniers temps, la Tunisie est confrontée à une montée en puissance des attaques terroristes. Cette année, 2 attentats revendiqués par l'État islamique ont fait une 60aine de morts. Nicolas Germain. La Tunisie est régulièrement frappée par des groupes djihadistes. Le 6 février 2013, l'opposant anti-islamiste Chokri Belaïd est assassiné. Un meurtre qui provoque une profonde crise politique et la chute du gouvernement dirigé par les islamistes d'Ennahda. Le 25 juillet 2013, le député anti-islamiste Mohamed Brahmi est à son tour assassiné. Un an plus tard, 15 soldats sont tués sur le mont Chambi. Mais les attaques les plus meurtrières ont eu lieu cette année. Le 18 mars, l'organisation État islamique revendique l'attentat contre le musée du Bardo qui fait 22 morts, dont 21 touristes étrangers. C'est la première fois que des étrangers sont visés en Tunisie depuis 2002. Le pire attentat a lieu le 26 juin devant un hôtel près de Sousse. Il est revendiqué par le groupe État islamique qui a des cellules situées chez le voisin libyen. Selon les experts, les djihadistes visent la Tunisie car c'est le pays le plus démocratique parmi ceux qui ont connu le printemps arabe. Mais c'est aussi le plus grand pourvoyeur de djihadistes en Syrie et en Irak. Faisons le point à présent sur d'autres attentats, ceux du 13 novembre à Paris. Selon les derniers éléments de l'enquête, la ceinture d'explosifs retrouvée cette semaine à Montrouge était bien celle de l'un des terroristes. 2 suspects n'ont pas encore été identifiés jusqu'à présent, tandis qu'au moins 2 hommes sont toujours activement recherchés. Il s'agit de Salah Abdeslam et de Mohamed Abrini. Hier, le procureur de la République a révélé qu'Abdelhamid Abaoud, l'instigateur présumé de ces attaques, préparait un 2e attentat à la Défense. On écoute le procureur de la République. Je ne peux et ne veux être plus précis et qui ne sont apparus que le 19 novembre, laissent penser que les 2 terroristes, Abaoud et l'homme retrouvé à ses côtés dans l'appartement, avaient un projet d'attentat qui consistait à se faire exploser le mercredi 18 ou le jeudi 19 novembre à la Défense. Cette enquête implique aussi la Belgique où sont actives de nombreuses cellules terroristes. Hier soir, la police fédérale belge a émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de Mohamed Abrini, tandis qu'à Bruxelles, une partie des métros ont rouvert ainsi que des écoles. 500 policiers militaires supplémentaires ont été déployés pour sécuriser les transports publics et les établissements scolaires. Signe que la menace d'attentat reste là. L'alerte terroriste est d'ailleurs maintenue au niveau 4. C'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. La candidature de Slimane Franget s'invite à la 11e séance de dialogue, réunion initialement consacrée à la crise des déchets et à l'examen de la loi électorale. Moscou dénonce une provocation planifiée mais déclare qu'elle ne fera pas la guerre à la Turquie. Le ton est à la désescalade alors qu'Ankara a abattu hier un avion russe au-dessus de la frontière syro-turque. Toujours pas de certitude sur la nature de l'attentat hier à Tunis. Une 3e dépouille découverte sur les lieux de l'attaque. 12 agents de la sécurité présidentielle auraient péri dans l'explosion de leur bus en plein centre de la capitale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à tous et à toutes.